Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais m'amuser à lire les pires avis sur mes livres préférés. Donc on va commencer tout de suite. Je commence cette vidéo avec mon roman de fantasy préféré, à savoir le premier tome de la saga Chronique du tueur de rois, c'est-à-dire Le nom du vent. C'est écrit par Patrick Rothfuss et c'est publié chez Brajlon. Le roman débute par l'arrivée d'un chroniqueur dans une auberge perdue au milieu de nulle part et il s'avère que le propriétaire de ce lieu n'est autre que Koft. Je ne saurais jamais dire son nom, donc je pars du principe que ça se prononce Koft. Donc c'est un personnage très important autour duquel se tissent beaucoup de légendes et de mythes. Et Koft étant un vieillard proche de la mort, il décide de confier sa vie à ce chroniqueur et de raconter toute la vérité et qui il est réellement. C'est un roman que je trouve incroyable, que ce soit au niveau de son histoire, de son world building, dans le travail des personnages ou encore dans le travail de l'écriture. Et il est globalement très apprécié puisque sur Livre Addict, il a une moyenne de 17,7 pour 595 votes. Sur Babelio, il a 4,47 étoiles sur 5 et sur Goodreads, on est également dans les alentours de 4 étoiles sur 5 puisque le premier tome obtient un score de 4,52 étoiles. Mais j'ai quand même réussi à trouver quelques critiques négatives. La première, elle est sur Babelio et l'auteur ou l'autrice de la critique nous dit ceci. Harry Potter et les fins de mois difficiles. Rien qu'avec ce titre, je sens que je ne vais pas passer le meilleur moment de ma vie. J'ai emporté les 2 lourds premiers tomes en vacances au vu d'un 4.5 Babelio presque unanime. J'aimerais éviter à d'autres la même déconvenue, donc je vais appuyer un peu fort. Ce livre est un représentant honnête du genre young adult, mais en l'état une piètre saga de fantasy et de la mauvaise littérature. J'avoue que là, je tique un peu, parce que le young adult n'est pas un genre, mais un public cible. D'autant plus que si on classe Le nom du vent dans le young adult, juste parce que son protagoniste est un adolescent âgé de 16 ou 17 ans, ça me paraît un peu bancal. Dans les romans par exemple de J.R.R. Martin, les enfants Stark sont à peine plus âgés et Daenerys a, il me semble, 14 ans lorsque le roman débute. Pourtant, ça ne viendrait à l'idée de personne de classer Game of Thrones en jeunesse ou en young adulte. Bref, je continue. Le livre s'ouvre sur une carte superflue, présente surtout comme preuve que l'auteur a réfléchi quelques heures à la géographie des lieux, en plus de la poignée de peuples et aux 3-4 grands événements historiques qui donnent consistance à son univers. On est à 1000 lieues de Tolkien, Pratchett, Eddings ou Jaworski. Le lore semble plutôt léger et assez maladroitement balancé à la tête du lecteur par 2 longs récits dans le récit quand un personnage secondaire lance « Mais laissez-moi vous raconter une histoire » qui dure ensuite 20 pages. J'avoue que j'avais adoré ces légendes insérées dans le récit. En revanche, je vois et je comprends ce que la personne a voulu dire. Chronique du tueur de rois n'est pas un récit basé sur un univers et sur une intrigue bien plus large qui dépasse en fait le protagoniste. C'est vraiment un récit de personnages et si on commence en voulant des événements historiques aussi riches que dans Le Seigneur des Anneaux ou dans les romans de Jaworski, effectivement, on risque d'être déçu. Dans un monde bien plus médiéval que fantastique, une forme de magie entre autoconviction et alchimie a permis le développement de l'éclairage public et de la lampe de poche enchantée, mais visiblement, c'est son seul et unique impact sur la société. Ensuite, l'enfance puis l'adolescence du héros Koft, de son initiation à cette magie par un vagabond itinérant entre parenthèses original, puis le massacre de sa famille par les antagonistes, entre parenthèses, qui le laisse seul indemne, il fallait bien un prétexte au récit. Bon, effectivement, le mentor un peu particulier et l'orphelin seul survivant d'un massacre, c'est vu et revu dans la fantasy. Ce sont des codes, des outils, et tout dépend de comment on les utilise, comment on les combine. Moi, ça ne m'a pas dérangé outre mesure. Je continue la lecture de ce commentaire. Sa vie à la dure dans un sous-Ankh-Morpork, j'espère que je prononce pas trop mal le nom, pour finir sur son admission et ses premiers pas dans un sup de Poudlard.
J'ouvre encore une parenthèse, mais comparer toutes les écoles, universités ou lieux d'apprentissage à Poudlard, c'est un procédé qui m'énerve un peu. C'est juste horrible pour chaque œuvre présentant une école, une quête, d'être comparée à Harry Potter, peu importe le nombre de points où l'histoire diverge, où l'auteur développe son univers, met en place des idées qui prennent des inspirations d'autres œuvres cinématographiques, littéraires ou culturelles, on va toujours les comparer à Harry Potter. Et j'ai envie que chaque œuvre puisse exister sans voir planer l'ombre de Harry Potter et qu'on mette en avant ses singularités plutôt que de dire que comme il y a une école, une quête et un groupe d'amis, c'est comme Harry Potter. Je referme la parenthèse et je poursuis la lecture de ce commentaire. Ce jeune homme a toutes les qualités intellectuelles. Comédien talentueux, orateur convaincant, bien qu'un peu bravache, joueur de lutte surdoué, et bien sûr, élève génial qui parvient à ridiculiser un grand maître dès son premier cours. Ses principaux défauts étant une autosuffisance à la limite du supportable et son incapacité à comprendre les jeunes et jolies femmes qui tombent en pamoison devant lui. Il est le parfait fantasme de préadolescent brillant mais boutonneux et introverti qui devrait facilement se projeter. On retrouve quelques passages un peu violents, mais bien entendu jamais de sexe dans ce livre, mettant en scène des adolescents ou jeunes adultes chastes et prudes, une façon peut-être de préserver l'innocence des jeunes lecteurs. Pour finir, pas de régicide non plus dans ce premier tome de Chronique du tueur de roi, ni dans la moitié du second, mais un jeune homme qui se fait bisuter, fabrique de menus objets, emprunte de l'argent et surtout, en majuscule, fait ses comptes toutes les 30 pages. Peut-être une tentative sympathique d'apprendre au lectorat à gérer son argent de poche. Si vous maîtrisez ce concept, passez votre chemin. J'avoue que Koft tient souvent ses comptes dans ce roman, mais moi je l'avais surtout compris comme une sorte de défense et de contrôle parce qu'il a connu la pauvreté et la misère, donc il n'a pas envie de replonger dans cette vie. Et heureusement que la personne a prévenu qu'elle allait taper un peu fort parce que effectivement elle n'a pas raté ce livre. Deuxième critique toujours sur Babelio, et là la personne a attribué la note de 0,5 étoiles. Et donc il commence comme ça. Il faudrait vraiment que les commentateurs marquent leur âge, cela éviterait à nous autres d'acheter ce genre de livre qui est visiblement destiné à des adolescents, bien que je sois client de nombreuses sagas de fantasy. Là, le début est un peu embêtant. C'est comme si certains romans n'avaient pas de portée universelle et qu'on était obligé de se cantonner à un livre prévu pour notre tranche d'âge sans avoir la curiosité de voir ce qui se fait ailleurs. D'autant plus que je suis pas vraiment d'accord de catégoriser Chronique du tueur de roi en young adulte puisque l'âge d'un protagoniste n'a pas vraiment de corrélation à mon avis avec le public cible. Ici, nous avons un univers qui n'est pas exploité, un tenancier d'une auberge qui serait une légende vivante et qui va nous raconter son histoire sans nous emmener quelque part. Le personnage semble souffrir d'amnésie sélective lorsque cela sert la narration. En tant qu'enfant des rues, il oublie tout son passé et survit sans jamais utiliser ses dons. Mais parce que les capacités de Koff se développent plus loin dans le récit et qu'elles sont extrêmement capricieuses. Et ça, quand bien même ses pouvoirs seraient innés. Cependant, dans des moments traumatisants, on peut oublier une partie de soi, l'enfuir, faire une dissociation traumatique. Donc que Koff oublie son passé, personnellement, ça me paraît pas être impossible. Puis il entre à l'université, entre parenthèses, coucou Harry Potter. Qu'est-ce que je disais sur Harry Potter ? Et soudain, tout lui revient en mémoire. On assiste à ces conflits sans queue ni tête avec des gens qu'il n'a jamais vus de sa vie, tantôt enfants des rues, tantôt enfants surdoués, mais dans tous les domaines, une sorte de mélange entre Rémi sans famille et une Marissou standard. J'avoue que le mélange me fait rire, Rémi sans famille, ok, mais le nom du vent m'a bien moins traumatisé. Et une Marissou, je comprends qu'on puisse le qualifier ainsi dans le premier tome, mais dans la suite, il essuie bien des défaites et on doit beaucoup travailler pour développer ses capacités et apprendre de nouvelles choses. Le système de magie n'a aucun intérêt, vraiment aucun. Merci de ne pas surnoter une œuvre. La notation d'une œuvre, c'est quelque chose de très subjectif et je pense que personne ne surnote ou ne sous-note de façon volontaire. Il y a des personnes très sévères avec lesquelles je partage globalement les mêmes goûts et les mêmes avis. Pourtant, je vais mettre un 19 et l'autre personne va mettre un 16. Donc, je pense sincèrement que Chronique du tueur de roi n'est pas surnotée comme aucune œuvre ne l'est. Et je vais encore prendre une dernière critique avant de passer au livre suivant, histoire de terminer en beauté. Celle-ci, je l'ai trouvée sur Goodreads et elle dit « J'aimerais vraiment pouvoir donner des étoiles négatives à ce livre. Simple, clair, efficace et drôle. »
Je poursuis avec un de mes romans de science-fiction préférés, à savoir La Horde du Contrevent de Alain Damasio, publié chez La Volte. C'est un roman que vous pouvez trouver en format poche chez Folio également. On est dans un monde futuriste où les terres sont balayées par des vents terriblement violents et nous allons suivre la 34e horde du Contrevent, très certainement la dernière horde qui a pour but d'aller de l'extrême aval jusqu'à l'extrême amont pour découvrir l'origine du vent. C'est un roman très particulier, unique en son genre et qui ne plaira pas à tout le monde. Personnellement, il m'avait beaucoup marqué et il s'était hissé dans mes coups de cœur de l'année 2020. Un peu comme Chronique du tueur de roi, c'est un roman qui est très bien noté sur les différents sites de notation. Il a une moyenne de 17,6 sur 20 et 786 votes sur Livre Addict. Sur Babelio, il a une note de 4,35 étoiles. Et sur Goodreads, on est sur la même moyenne avec 4,44 étoiles. Donc, allons voir les critiques des lecteurs ou lectrices qui n'ont pas aimé ce roman. Et la première nous dit « J'ai arrêté ma souffrance au bout de 300 pages ». On pourrait résumer cette expérience à « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?» Il est vrai que La Horde du Contrevent, c'est un roman compliqué qui demande beaucoup d'attention et de concentration. C'est pas le genre de roman de détente qu'on peut lire sans difficulté. Bref, je continue. L'univers avait pourtant du potentiel, dommage que l'auteur n'ait pas eu envie de le faire partager au lecteur. Je suis pas totalement d'accord avec ce qui est dit, puisque d'une part je considère que c'est davantage un roman basé sur les personnages. Le plus important ici c'est pas l'univers, mais bien la horde et les individus qui la composent. D'autre part, l'auteur donne au lecteur quelques détails sur son univers, de façon éparpillée certes, mais à aucun moment il nous tient par la main pour nous expliquer la genèse de ce monde et comment on en est arrivé là. Et personnellement, je ne m'étais jamais posé la question tant j'étais absorbée par cette quête. En effet, le texte est une suite incessante de phrases inutilement compliquées et tortueuses, formées de mots parfois inventés et de notions pseudo-scientifiques pour lesquelles on a rarement des explications. J'ai eu l'impression que l'auteur s'était donné pour défi de faire entrer le plus de mots différents dans son ouvrage. On passe du registre soutenu, moyenâgeux, à contemporain, familier, vulgaire, sans transition aucune, en ajoutant des anglicismes de temps en temps. Je comprends totalement que la multiplicité des registres peut être quelque chose de déconcertant et qu'on n'apprécie pas ça. La Horde du Contrevent a une narration très particulière, donc ça passe ou ça casse, et il n'y a pas vraiment d'entre-deux malheureusement. Ajoutons à cela le fait que le point de vue passe sans cesse d'un personnage à l'autre, parfois pour une seule ligne. Le problème est que ces changements de point de vue sont représentés par des symboles, entre parenthèses parce que écrire le nom du personnage narrateur aurait été trop simple et logique sans doute, dont l'index est en début de livre. Pas pratique sur un livre classique, carrément pénible sur Kindle. Je cherche encore la valeur ajoutée de cette pratique. J'avoue que ce roman doit être extrêmement compliqué à lire en version numérique. Pour ma part, je l'ai lu en version physique et non dématérialisée, et dans ces cas-là, on a un marque-page qui est une sorte de lexique, puisque dessus est noté le nom de chaque personnage, son rôle dans la horde et le symbole qui lui est associé. Ce qui, je ne vais pas mentir, a grandement facilité ma lecture. Après, une fois qu'on prend le livre en main et qu'on commence à le connaître, on repère quels sont les symboles récurrents, ceux qui sont le plus importants dans cette histoire. On reconnaît également le style d'écriture lié à chaque personnage, du moins les plus évidents comme Golgoth, où la narration est très brutale et sans concession, ou encore Caracol, puisque son style est très particulier, très dansant et un peu insaisissable. En bref, j'ai eu l'impression d'avoir affaire à un texte qu'on étudierait en cours de français, à devoir décortiquer chaque mot afin d'en chercher le sens caché. C'est très vite usant, on se demande même si ce texte excessivement maniéré ne serait pas un moyen de masquer le manque de consistance de la trame scénaristique qui est lente et linéaire. J'ai grand-peine à comprendre comment ce texte peut être considéré comme un classique immanquable ou une référence de la SF française. Encore une fois, c'est totalement compréhensible, surtout si on ne s'attendait pas à ça et qu'on n'a pas envie de passer son temps à décortiquer l'univers, le vocabulaire hyper particulier de l'auteur. Et je suis également d'accord sur le fait que la trame scénaristique est lente et linéaire. C'est vrai que c'est un récit qui prend son temps, pour lequel on peut vraiment avoir l'impression de devoir se battre contre le vent, mais encore une fois, ça ne m'avait pas du tout dérangé. La chronique suivante est un poil plus court et elle provient de Babelio. Il m'aura fallu plusieurs mois pour arriver au bout de ce soi-disant chef-d'œuvre. Et à la fin, je me suis dit, tout ça pour ça. Je suis totalement d'accord sur le fait que la fin peut être décevante ou pas à la hauteur des attentes. Mais encore une fois, c'est une fin que j'ai particulièrement aimée, mais je comprends qu'on puisse se dire, comme l'a fait l'auteur de ce commentaire, tout ça pour ça. D'autant plus que c'est une lecture qui, comme je le disais précédemment, demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie.
Un livre qui a presque failli me dégoûter de la lecture tant le style est pompeux et laborieux. Rien que le fait de devoir utiliser le marque-page pour savoir dans la tête de quel personnage on évolue, c'est rédhibitoire. Encore une fois, j'étais bien contente d'avoir ce marque-page entre les mains et de pouvoir m'y référer jusqu'au moment où je commençais à repérer les personnages et les symboles importants et récurrents. Je pense que l'absence de ce marque-page aurait été plus que dommageable pour moi. Et la fin du commentaire nous dit donc ceci. Je me suis dit que j'ai peut-être loupé un truc, mais ce qui me rassure, c'est qu'au fil des années, j'ai trouvé d'autres traumatisés de la Horde. Et on va encore lire une dernière critique avant de passer au livre suivant. Elle provient toujours de Babelio. Et on nous dit donc ceci. Ouvrage que je qualifierais de prétentieux. Écriture extrêmement pompeuse et fatigante, ne serait-ce que pour comprendre quel protagoniste parle. Je vais me répéter, mais encore une fois, je suis totalement d'accord avec le fait que le style est déconcertant et qu'il faut prendre son mal en patience pour arriver à appréhender la narration et les différents styles d'écriture. J'avoue avoir décroché après avoir lu une centaine de pages au cours desquelles il ne s'est quasiment rien passé. C'est clair que le début est très lent, l'intrigue se met en place au bout de 150 voire 200 pages si mes souvenirs sont bons. Les critiques dithyrambiques, entre parenthèses, qui m'avaient fait acheter ce livre, me laissent perplexe. Je dois être hermétique au côté télérama de l'ouvrage. Je vois exactement ce que la personne veut dire par côté télérama de l'ouvrage et j'imagine très bien les critiques sur ce livre qui peuvent lui donner un aspect élitiste et pompeux. Je termine cette vidéo avec le premier roman de Erin Morgenstern, c'est-à-dire Le Cirque des Rêves, qui est publié chez Flammarion. Dans ce roman, nous allons suivre l'histoire de Celia et Marco, deux illusionnistes qui doivent, malgré eux, se livrer une guerre depuis l'enfance. Seulement, les plans imaginés par leurs mentors respectifs vont être chamboulés puisqu'ils commencent à développer des sentiments réciproques. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler à plusieurs reprises du second roman de l'autrice La Mer sans étoiles qui était dans mes coups de cœur de l'année 2023, mais je n'avais pas encore évoqué Le Cirque des Rêves que j'avais découvert il y a déjà de nombreuses années et qui fait partie des rares livres que j'ai relus tant j'aime celui-ci. J'ai été très sensible à l'ambiance, à l'atmosphère, à la sensorialité de son univers, à la plume poétique et aux personnages très attachants. Et les avis sont globalement positifs. Bien que le roman soit moins bien noté que Chronique du tueur de roi ou La Horde du contrevent, puisque sur Livratic il a une note de 16,6 sur 20 et 561 votants. Sur Babelio, on frôle le 4 étoiles, et en ce qui concerne Goodreads, on a une note moyenne de 4,02 étoiles sur 5. La première critique négative provient de Babelio, et la personne qui a mis une seule étoile au roman nous dit ceci. Un roman que j'ai lu avec difficulté du début à la fin et que de ce fait je n'ai pas apprécié. L'écriture même de l'auteur n'est pas en cause, c'est l'intrigue et son développement qui m'ont laissé dubitative. L'histoire semblait pourtant alléchante, entre parenthèses, un couple de jeunes amants séparés par le destin et leur rivalité dans un duel de magie, mais elle s'est finalement révélée tout autre que ce que je ne m'étais imaginé. De plus, je ne suis pas parvenue à m'immerger dans le monde inventé par Erin Morgenstern. À mes yeux, elle n'a pas réussi à retranscrire de manière suffisamment claire l'univers du cirque. J'ouvre une parenthèse, mais pour ma part, c'est tout le contraire. Je trouve que Erin Morgenstern a un don pour créer des ambiances détaillées et soignées et pour les retranscrire clairement. Donc je ferme la parenthèse et je continue la lecture du commentaire. À vouloir représenter un univers magique tellement extraordinaire et unique, elle a peut-être entrepris un travail d'écriture trop compliqué. En bref, je n'ai pas réussi à m'imaginer le monde qu'elle a voulu créer. L'enjeu central de cette intrigue est le duel de magie opposant Celia et Marco, or à aucun moment l'auteur n'explique quel est le but de ce duel, son déroulement, ses enjeux, si bien qu'on reste dans un flou total. Grosse déception. Je comprends, et c'est vrai qu'on comprend beaucoup mieux à ce point après une relecture. Mais il faut également se dire que les personnages, donc les protagonistes Celia et Marco, ne comprennent pas ce duel et les différents enjeux qui y sont liés et que ce combat n'est en quelque sorte pas le leur. On va passer à la seconde critique négative de ce livre. J'avais flashé sur la couverture du Cirque des Rêves, c'est vrai qu'elle est extrêmement jolie, il y a déjà quelques temps et avec un résumé pareil, difficile de se retenir de le lire. Malheureusement, j'ai fini par abandonner cette lecture et je t'explique pourquoi. La première raison, c'est la lenteur du récit. Arrivés à la moitié, les deux protagonistes ne s'étaient pas encore rencontrés et à cause de ceci, j'ai eu l'impression de ne pas lire la même histoire dont parle le résumé, vu que rien ne s'était encore passé. Où est la compétition censée faire rage? Le duel, le combat magique, l'entraînement pendant l'enfance? Parce que je n'ai rien vu. Moi qui attendais quelque chose d'oppressant, de violent même, je me retrouve avec un bouquin plein de blabla et un résumé qui a perdu tout son sens.
Effectivement, je comprends totalement que si on s'attend à une histoire pleine de combats, sombres et violentes, on ne peut être que déçu par la direction de l'histoire. En plus de cette lenteur, je perdais souvent le fil de l'histoire à cause de l'alternance, qui n'était pas vraiment une alternance en plus, c'est plutôt un gros bazar, passé-présent, avec des dates qu'il fallait retenir ou même des différents personnages de telle ou telle époque. Avec ma mémoire de poisson rouge, c'était un vrai casse-tête et ça a failli me rendre complètement folle, entre parenthèses, j'exagère. Personnellement, j'adore les allées et venues dans le temps, les intrigues qui sont pas vraiment linéaires et où il faut être attentif à chaque détail. J'avais trouvé que l'autrice maîtrisait sa narration et que tout me semblait clair malgré la multiplicité des lieux, des dates ou encore des personnages. Enfin, les personnages. Bon, je n'ai lu que la moitié du roman, mais honnêtement, ils étaient tellement peu intéressants que j'ai déjà oublié leur prénom. L'auteur aurait pu me parler d'une feuille de papier que j'aurais ressenti la même chose, c'est pour dire. Je les ai pas trouvés inintéressants, au contraire. Je m'étais même rapidement attachée à eux et je voulais savoir comment ils allaient évoluer et quelle serait leur destinée. Bref, une grosse déception que je vais vite oublier. Et on termine avec cet avis qui provient du site Goodreads, qui nous dit donc ceci. J'ai été assis ici tout le temps en pensant pourquoi ce livre fait-il 500 pages alors qu'il pourrait dire tout ce qu'il voulait en 300 pages ou moins. Je pense qu'en moins de pages, l'univers n'aurait pas eu autant de consistance, qu'il ne serait pas aussi magique et merveilleux. Après, je suis pas du tout objective parce que je voudrais vraiment qu'il y ait une suite, un film ou une série télé parce que j'adore cet univers et que j'ai toujours beaucoup de mal à le quitter. Mais ensuite, je l'ai googlé et j'ai découvert qu'il avait été écrit à l'origine pour un NaNoWriMo. Et tout à coup, tout a un sens. Si j'avais une limite de temps pour écrire un grand nombre de mots, moi aussi je décrirais probablement tout. Oui, chaque détail banal, sans conséquence, sans importance, si cela ajoutait quelques mots à la page. Pour les personnes qui ne connaissent pas le NaNoWriMo, c'est un challenge d'écriture qui permet aux écrivains et aux futurs écrivains d'avancer dans l'écriture de leurs romans. Le but est effectivement assez élevé puisqu'il faut écrire 50 000 mots, ce qui représente selon Wikipédia 175 pages et ce en un seul mois. Mais selon moi, personne ne soumet son roman à une maison d'édition après un NaNoWriMo. Je pense qu'au contraire, l'autrice a dû prendre son temps pour le corriger, pour le revoir, pour le peaufiner. Et selon moi, les descriptions sont là pour démontrer tout le travail qu'a fait l'autrice pour créer cette ambiance unique et qui me paraît si réelle, et non pas pour atteindre le quota de mots imposé pour réussir son NaNoWriMo. Mais je dois reconnaître que, contrairement à beaucoup de lecteurs et lectrices, j'adore les descriptions. Quand c'est bien fait, quand c'est bien écrit et que ça permet de créer un univers particulier, une atmosphère singulière, ça ne me dérange pas du tout d'avoir des paragraphes entiers de description. Et donc là, je ferme la parenthèse et je poursuis ma lecture. Le seul inconvénient à cela, c'est que, comme le montre le livre, il n'est en fait pas si facile de cacher une intrigue insta-love au niveau de la surface et des personnages découpés en carton sous un vernis saccharine, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, de description. Comme la romance est saine et que les personnages sont respectueux, j'avoue que ce n'était pas un problème qu'il y ait un insta-love. Toutefois, j'avais trouvé que la romance n'était pas étouffante et envahissante et que tous les éléments de l'intrigue étaient très bien équilibrés. En lisant ceci, j'ai eu l'impression d'être dans la vidéo de ce raton laveur essayant de manger de la barbe à papa. Les gens me disent que c'est sucré et que ça a l'air bien, mais tout ce que je finis par avoir, ce sont les pattes mouillées et beaucoup de déception. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu l'un de ces livres présentés dans la vidéo et quel est votre avis. Et n'hésitez pas également à me dire si vous souhaitez une seconde partie pour cette vidéo, je serais ravie de la faire. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce qui vous permettra d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur deux à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.